Bonjour, alors bienvenue dans la FAQ où je réponds aux questions que les abonnés ont posées. Cette vidéo va évidemment être plus longue que d'habitude, parce que d'habitude j'ai une seule question pour une vidéo entière limitée à 7 minutes, et là j'ai 14 questions, donc je vais pas pouvoir faire un truc très court. Je vais essayer de répondre le plus succinctement possible. J'ai classé les questions en 3 grandes catégories. Les questions qui concernent ma transition, celles qui concernent des conseils, des informations que les gens me demandent, et des questions beaucoup plus théoriques qui demandent une réflexion, etc. Et dans lesquelles je donnerai beaucoup plus mon avis que des faits qui concerneraient ma transition ou des informations objectives. Voilà, pour les gens qui ont des questions spécifiques et qui n'ont pas le temps ou pas envie de regarder toute la vidéo, je mets toutes les questions avec la minute à laquelle j'y réponds, comme ça vous pouvez directement aller à la question qui vous intéresse si vous avez des questions plus intéressées ou quoi que ce soit. Voilà, je joue à présent l'incarnation des abonnés qui posent des questions. Alors tout de suite sans plus attendre, les questions qui concernent ma transition. Quel âge avais-tu quand tu as su que tu étais trans ? Alors j'en ai pas eu conscience très tôt, même si avec du recul ça aurait pu être totalement évident. J'avais des tas de réflexions, dont il y a encore des preuves dans des journaux intimes que j'ai écrits. J'en ai eu, oui, au début de mon adolescence, quand j'avais 14-15 ans, où je voulais absolument être un garçon, et je me morfondais dans le fait de ne pas être né comme ça, etc. Et je pensais pas que c'était possible d'être trans, en fait. Je croyais qu'il existait que les femmes trans, parce que ce sont les seules qui sont médiatisées, en fait. Et c'est rencontrer quelqu'un beaucoup plus tard qui m'a expliqué des choses sur la transition, que c'était possible d'être un homme trans, et que j'étais légitime, et que je pouvais, et que j'avais le droit de changer comme je voulais, etc. Et du coup c'est un peu à partir de ça que je me suis renseigné de façon plus consciente et tout, et que j'ai pu m'identifier au parcours qui me convenait le mieux finalement. Donc quel âge j'avais quand j'ai su que j'étais trans ? 16 ans et demi, 17 ans, ouais. Et ça a commencé justement par la non-binarité, de laquelle je reparle un petit peu plus tard. La T te rend-elle plus agressif ? Non, pas du tout, aucunement. J'ai toujours eu un tempérament calme, et c'est toujours le cas, voilà. As-tu eu des doutes avant et pendant ta transition ? Oui, évidemment, tout le monde a des doutes, on en a tout le temps, et ça ne finit jamais, on en a toute la vie des doutes. Évidemment, il y a des tas de moments où je me suis dit « Ah non, finalement, je devrais être une fille, c'est plus important, c'est beaucoup plus facile comme ça, il faut que je me conforme à ce qu'on attend de moi. » Oui, il y a des tas de fois où j'ai douté de ma transition, que ce soit avant, où j'étais pas sûr de vouloir ça, que ce soit encore maintenant, où j'ai des petits relents de transphobie intériorisée qui me disent que je dois accepter d'être une fille, etc. alors que je ne le suis pas. Et j'ai comme énormément de gens des petits doutes qui arrivent comme ça juste avant. Par exemple, juste avant ma première prise de testo, j'ai paniqué, je me suis dit oh là là, non, c'est pas du tout ce que je veux en fait, pourquoi je suis en train de faire ça, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je fais ça, je devrais arrêter, il est encore temps d'arrêter, je peux arrêter tout de suite. Cette même appréhension qu'on peut avoir juste avant un tatouage, juste avant une chirurgie, etc. C'est normal, c'est un petit stress comme ça, et puis en fait après ça passe et on se dit genre ah j'ai bien fait de le faire quand même. As-tu des conseils pour corriger les gens quand ils te genrent mal ? Il n'y a pas de solution miracle. Les reprendre à chaque fois qu'elles se trompent, jusqu'à ce que ça rentre. Et je te jure, à force que les gens t'entendent reprendre un truc tout le temps, bah ça finit par rentrer. Après oui, il y a des gens très bornés qui pendant des années n'y arrivent toujours pas. Là je sais pas ce qu'il faut faire. Peut-être s'énerver un bon coup, une bonne fois pour toutes, et leur expliquer en quoi c'est vraiment blessant, que c'est pas quelque chose d'anodin, parce que pour les personnes cis, ça peut être quelque chose d'anodin, le genrage. Parce que la plupart des personnes cis, on leur a imposé des pronoms, elles y adhèrent, ça les dérange pas, et du coup elles les utilisent un peu comme ça par défaut, et il n'y a pas particulièrement de gêne là-dessus, il n'y a pas eu un grand moment de leur vie où on n'a pas arrêté d'utiliser les mauvais pronoms qui leur correspondaient pas, et que ça les blessait, qu'elles se sentaient mal vis-à-vis de ça. Donc les personnes cis comprennent pas forcément ce que ça fait d'être mégenré, mais justement ce qui est bien c'est de leur expliquer que c'est très blessant et que même si ça peut paraître rien pour elles, bah, qu'il faut qu'elles fassent un effort. En plus moi je dis ça, je donne des conseils, mais je suis vraiment incapable de reprendre les gens à chaque fois que je me fais mégenrer. La plupart du temps je dis rien, je prends sur moi. Est-ce que transitionner t'a aidé concernant la dysphorie de genre ? Oui, ça m'a bien aidé parce que justement, ça a une valeur un petit peu thérapeutique si tu veux. Transitionner vers l'identité que je suis, ça m'aide à combattre l'identité qu'on a voulu me forcer à être. Après forcément il y a toujours de la dysphorie, il y a de la transphobie intériorisée qui fait que je me sens pas forcément bien avec certaines parties de mon corps, où je me sens super dysphorique, je me sens super illégitime quand je me fais mégenrer, quand je me fais appeler madame, etc. Quand je suis obligé d'utiliser mon morinon sur des trucs administratifs, oui, ça me rend encore dysphorique. Mais transitionner ça m'a quand même vachement aidé, c'est surtout faire mon coming out, parce que du coup maintenant les gens savent et peuvent me respecter et ça c'est vraiment cool. Et la prise de testo aussi ça me rend super content dans les changements que ça fait en fait. Il y a des tas de choses qui s'améliorent, qui améliorent mon passing, moins je suis reconnue comme une femme, moins je suis dysphorique en fait. Après je dis pas que ça marche comme ça pour toutes les personnes trans, c'est vraiment moi personnellement. Où te vois-tu dans 10 ans ? Ça fait longtemps 10 ans, dans 10 ans j'aurai 30 ans.
ça fait dans longtemps. J'aurai sûrement terminé mes études, je pense, et peut-être que je ferai un métier. Et peut-être que je ne vivrai plus chez mes parents. Peut-être que j'aurai une grande moustache comme Dali. Peut-être que je recevrai tout le temps des commentaires méchants sous mes vidéos, comme beaucoup de personnes trans sur internet. Et je me ferai censurer mes vidéos parce que j'ose parler de la transition. Et que c'est un sujet très obscène, merci YouTube. Honnêtement, dans 10 ans, ça fait quand même loin. Peut-être que je parlerai une autre langue. Est-ce que tu packs? Honnêtement, ça dépend. Quand je porte des pantalons assez serrés, du coup ça peut me rendre un petit peu dysphorique parce que ça laisse mieux voir le haut de mes cuisses. Et du coup je peux en avoir besoin. La plupart du temps, je le fais pas parce que je porte des bas assez longs. Généralement non, mais ça m'arrive. Concernant les conseils, les informations. Quel genre de questions sont posées en général pendant les premiers rendez-vous psy? Bon évidemment ça dépend du psy. Au mieux, si tu tombes sur un psy qui est très bien renseigné. D'ailleurs si tu veux des adresses de psy bien renseignées, je peux te donner le lien du site base de données trans qui référence des tas de praticiens pour les personnes trans, que ce soit des psys, des endocrinologues, des chirurgiens, des orthophonistes, etc. avec des commentaires qui donnent des précisions sur les praticiens et ce qui pourrait te correspondre le mieux. Un psy renseigné va te poser des questions sur ta vie, sur ta situation, éventuellement des questions indiscrètes. Parce que c'est pas parce que quelqu'un est renseigné qu'il ne pose pas de questions indiscrètes, donc qui peuvent concerner ta sexualité, tes relations. Ça arrive tout le temps, c'est super commun, ça ne devrait pas, hein, ce n'est pas normal. Tu devrais être en droit de ne pas répondre, et ça peut être très délicat dans certains cas. Il peut te poser aussi des tas de questions super clichés, genre est-ce que tu ressentais le besoin dans ton enfance de jouer avec des jouets stéréotypés de l'autre genre? Des trucs comme ça super clichés, qui vont soi-disant prouver que tu es trans, voilà. Moi j'en ai vu un que j'avais trouvé sur BDDT qui m'avait posé dans les premières séances tout ce qui concernait ma situation, le fait que je sois étudiant, que je vive chez mes parents, si j'ai un amoureux, une amoureuse, si j'envisage de faire ci ou ça. Et le deuxième psy que j'ai vu, lui je l'avais vu pour avoir mon attest, il m'a posé que des questions super clichés. Et il m'a laissé dire des choses super clichés parce que j'avais besoin de mon attest. Et que dans ce système, il faut être une personne trans super cliché et rester dans la petite case qu'on a établie pour les personnes trans pour avoir accès à des traitements et des opérations. Donc oui, en gros, c'est des stéréotypes de genre auxquels il faut se conformer ou qu'il faut se contenter de dire aux gens. Voilà. Après, si tu prends n'importe quel psy, t'as beaucoup de chances de tomber sur une personne pas renseignée. Il se peut que la personne n'y connaisse vraiment rien du tout si tu lui parles de transidentité, qui recherche sur internet que faire avec les personnes trans, et il te redirigera vers les équipes hospitalières, en France la Sofect, dans ta ville ou proche. C'est des parcours fermés qui permettent d'avoir une transition assurée et à moindre coût, mais qui est très psychiatrisante et médicalisante et faut pour le coup être réellement très cliché, avoir envie de toutes les opérations, ne pas être non-binaire. Il faut vraiment répondre à leurs attentes concernant les personnes trans. Moi je te conseille pas la Sofect, mais il y en a à qui ça convient très bien. Et au pire, tu tombes sur un psy qui est persuadé que tu es malade mental et qui va vouloir te guérir, qui peut te prescrire des antidépresseurs, des tas de médicaments, qui va croire que tu es schizophrène, qui va te parler d'acceptation de ton corps, etc., qu'il faut que tu sois comme ci, qu'il faudrait que tu correspondes aux clichés du genre assigné. Ce genre de psy est terrible, si tu tombes dessus, tu peux fuir, tu as le droit. T'as pas à être traité comme ça. Combien coûte la testostérone? Alors je ne peux que te répondre un tarif qui concerne la France. Ça ne s'achète pas comme ça, il faut une prescription d'un endocrinologue. Le tarif de base c'est 9,97 €, donc 10 €. Si tu as accès au tiers payant, tu vas payer quelque chose comme 3,50 €. Et si ton endocrinologue n'écrit pas que la prescription est hors AMM ou alors que tu as l'ALD, qui est une affection longue durée qui concerne la transidentité et qui prend en charge une bonne partie des traitements médicaux concernant les personnes trans, et pour la testo, c'est remboursé à 100% si tu as l'ALD. Et à ce moment-là, ça ne te coûte rien. Moi, pour ma part, j'ai pas l'ALD, mais j'ai demandé à mon endocrinologue de ne pas écrire que ma prescription est hors AMM, parce que c'est le cas. La testo que t'achètes, elle est censée être réservée à des mecs cis, ce que je ne suis pas, ce que ma carte vitale ne montre pas. Donc je suis en dehors d'une autorisation de mise sur le marché, mais c'est à la discrétion de mon endocrinologue, et du coup je peux avoir accès à ce traitement gratuitement. J'ai juste à payer des seringues, des aiguilles, etc. Après ça c'est que le prix du produit Androtardil en France. Je peux pas te donner plus d'indications. Comment fais-tu lorsque tu rencontres une personne transphobe ou un membre de la famille, une amie qui ne te soutient pas? Si tu vois que la personne est rattrapable, tu peux essayer de faire de la pédagogie.
Si tu arrives pas à faire de la pédagogie, tu peux regarder ou faire regarder à la personne des vidéos de documentation sur les personnes trans. Il y a des gens qui font de la pédagogie gratuitement pour toi sur internet. Je te mets dans la description des tas de liens qui peuvent t'aider, de chaînes si tu n'en connais pas encore. Et si ça marche vraiment pas, si la personne ne veut vraiment pas comprendre ou est très transphobe, eh bien quitte-la si tu peux. Si c'est une personne avec qui tu étais ami, t'as toujours la possibilité de l'écarter de ta vie. Si c'est une personne chez qui tu vis, c'est plus délicat. À ce moment-là, bah faut un peu faire des concessions, il n'y a pas vraiment de miracle. Mais ce qui tue toutes les phobies et les discriminations, c'est d'apprendre aux gens les faits. Fais la personne se renseigner, renseigne-la. Et si ça marche pas, je suis très désolé pour toi. Que répondre à ta famille qui est persuadée que tu es dans une secte gay et que du coup ils ne te laisseront pas partir? Alors une secte gay, ça c'est très original, hein, parce que déjà le fait que ce soit gay n'a aucun rapport, à moins que tu sois toi-même gay, mais du coup ça n'a pas de rapport avec ta transition. Tu peux simplement leur dire que être homo et être trans, c'est pas du tout la même chose. L'un ça concerne l'identité personnelle, l'autre ça concerne l'orientation romantique et sexuelle, donc pas du tout de lien. Sur le fait que ce soit une secte, l'utilisation de ce terme est très impropre parce que personne ne te force à être trans, tu ne payes pas pour en faire partie. Enfin, la transition n'a rien d'une secte. Fais des recherches sur ce que sont les sectes et compare ça à la transition et montre-leur en quoi c'est pas du tout la même chose. Et comme je disais avant, la pédagogie, que ce soit par toi ou par le biais d'autres personnes dans des articles, des vidéos sur internet, il faut renseigner les gens. Concernant tout ce qui est théorie et discussion, peux-tu expliquer ce que représente être non-binaire pour toi et comment tu le ressens? Alors, être non-binaire, pour les personnes qui ne savent pas, ça vient de la binarité, le fait de n'être que homme ou femme, qui est une aberration parce qu'il n'existe pas que les hommes et les femmes. Et être non-binaire, c'est ne se reconnaître ni dans une case ni dans l'autre de façon exclusive. Ça c'est la définition un peu formelle, si tu veux que je te parle de moi. Je suis plutôt trigenre, gender fluide et flux. Gender fluide, c'est fluide dans son genre, c'est qui peut varier de genre selon le moment. Ça peut être par période, c'est très aléatoire. Gender flux, ça concerne le fait que l'intensité de genre varie, et vu que je suis trigenre, tu vois, on pourrait représenter ça comme un diagramme où il y a une part de moi qui est d'un genre, une part de moi qui est de l'autre, et une autre d'un troisième genre, et qui varie. Dans ces trois genres, je me reconnais dans le masculin, le neutre et agenre. Je sais que ça peut paraître un peu paradoxal d'avoir un de mes genres qui est une absence de genre, mais vraiment par moment je ne me ressens aucun genre en particulier, ou alors une partie de moi n'a pas de genre. C'est vraiment très abstrait comme concept, et pour les personnes qui comprennent pas la non-binarité, ça peut être très complexe à comprendre en fait. Parce que je peux pas prouver ça, je peux pas te dire comment ça se traduit exactement dans mes ressentis, c'est juste un ressenti. Pour moi ça peut passer dans la façon dont je vais m'habiller, me maquiller, etc. Il y a des personnes pour qui ça va passer par le fait de changer de pronom, changer de prénom aussi. Pour moi ça n'a pas une grande importance, vu que je suis socialement homme, vu que je suis transmasculin, je transitionne pas vraiment vers une identité non binaire, je transitionne vers une identité socialement masculine parce que j'ai envie que les gens me reconnaissent comme un homme, et très rarement je moute en tant que personne non binaire parce que c'est quelque chose qui ne concerne que moi et j'ai pas particulièrement envie que les gens le prennent en compte dans leur jugement de moi. C'est un peu quelque chose que je garde tout le temps pour moi. Y a-t-il des avantages à être trans selon toi? Alors vu qu'être trans relève d'une oppression systémique, il n'y a pas vraiment des avantages à être une personne trans dans notre société, mais quelque chose qui peut être vu comme un avantage au point de vue militant, féministe, etc. C'est l'idée qu'on ait pu aller au cœur de la construction du patriarcat, dans le sens où on a pu voir comment étaient construites certaines normes qui flottent autour du patriarcat, parce que dans ma vie, j'ai été perçue comme une femme et je suis en train de devenir perçue comme un homme, et du coup je peux comparer ça, je sais en tant qu'homme ce que c'est d'être une femme. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Je vois la construction de certaines oppressions, de certaines choses que les femmes vivent. Je comprends tout un tas de mécanismes du patriarcat et la manière dont il est insinueusement appliqué. Donc oui, je pense qu'à cette échelle-là, c'est très intéressant, mais c'est plus intéressant qu'être un avantage. L'avantage qu'on peut en tirer, c'est justement dans une démarche féministe de savoir ce que c'est que d'être une femme dans cette société, et du coup ne pas reproduire ces schémas d'oppression en ne devenant pas un homme oppressif comme le sont beaucoup d'hommes qui s'en rendent même pas forcément compte, mais le fait d'avoir vécu ça fait se rendre compte de l'importance du féminisme et de ses combats contre les oppressions liées au genre. Mais après je sais pas si c'est un avantage, et je sais pas si les personnes trans en tant que personnes trans ont des avantages dans la société. Comment se sentir légitime à faire de la pédagogie auprès de personnes pas renseignées sur les sujets trans alors qu'on est soi-même cis? Alors ça c'est une question vraiment très intéressante, je suppose que tu l'as déjà vu, mais je redirige vers la vidéo où je parle de ce que c'est qu'être allié, parce que c'est exactement ça en fait. Être allié, c'est le fait de s'allier à une cause, donc ici la cause trans,
et de pouvoir parler en leur nom sans dire n'importe quoi et pouvoir les défendre dans le cas où il n'y aurait aucune personne trans à consulter sur ce sujet. Donc si tu es cis et que tu veux faire de la pédagogie à propos des transidentités, t'es pas forcément la personne la mieux placée pour en parler, mais tu peux être la personne la mieux placée pour en parler s'il n'y a aucune personne trans qui peut témoigner à ce moment-là. Si tu es en face d'une personne cis, comme tu me l'expliquais dans ton commentaire, où tu vois une vidéo d'une personne cis qui dit de la merde sur les personnes trans et que dans les commentaires tu vois aucune personne trans intervenir, sans toi légitime de dénoncer l'oppression, c'est assez important d'avoir des alliés parce que les personnes trans sont pas très nombreuses, donc avoir des alliés ça peut servir totalement à ça et je t'encourage en tant qu'allié à venir faire de la pédagogie du moment que tu dis pas n'importe quoi sur les personnes trans et que tu ressors pas que des clichés, sans monopoliser la parole des personnes trans bien sûr, mais oui, tu peux être légitime dans certains cas à aller renseigner des personnes, tout simplement parce que c'est le concept d'allié, voilà. Voilà, merci pour vos questions, ça donne un petit échange, ça donne un petit côté un petit peu plus interactif, qui fait que c'est pas moi tout seul qui parle devant une caméra, mais qui parle bien à des gens. J'abrège tout de suite parce que c'est long. À la semaine prochaine, j'espère avoir bien répondu à toutes vos questions. Bisous poupoupou. Pourquoi y a pas de chat ni de peluche dans cette vidéo? Cette petite chatte est mignonne.